4e événement de notre festival No Code avec Jérémy. Comment booster vos processus internes avec le No Code. Juste avant ça, moi, je voudrais vous parler un petit peu de pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui n'ont pas participé aux 3 premiers événements de ce festival, je suis Flavie, je m'occupe de l'animation et de l'organisation des Maestrix, qui sont les événements de l'école Join Maestro, qui sont 100% gratuits pour parler de produits, de produits, de tech, de no-code, de design, de tous les sujets qui gravitent autour du product management. C'est des événements qui ont lieu à peu près toutes les semaines, plutôt les mardis de midi à 13h. C'est notre petit rendez-vous sur la pause déj, comme ce qu'on se fait aujourd'hui. Et le but, c'est d'interviewer quelqu'un qui fait du produit du no-code au quotidien et de lui poser plein de questions sur son quotidien, sur son job, sur sa boîte, sur les outils qu'il utilise, les méthodes qu'il utilise, pour essayer en fait d'en tirer, nous, des learnings qui vont nous aider, nous, dans notre job ou dans notre futur job, ou même si vous êtes en pleine reconversion et que vous voulez un peu défricher une nouvelle thématique que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, c'est le but des Maestrix. Et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu qui est connecté avec nous. J'en vois encore pas mal qui arrivent, donc ils vont nous rattraper un peu en cours de route, mais pour tous ceux qui sont déjà bien connectés avec le son, le visuel, etc., est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat qui vous êtes et puis pourquoi vous vous connectez aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que vous essayez de craquer? Est-ce que vous connectez parce que vous connaissez Jérémy? Est-ce que vous connaissez The Toolbox? Est-ce que vous voulez utiliser le no-code dans vos processus internes et du coup, vous êtes un peu au début de votre apprentissage sur ces techniques-là? Voilà, mettez-nous un petit peu et puis votre rôle dans votre entreprise, si vous êtes PM, designer, marketing. Je vous laisse écrire, je vais voir si je peux voir le chat direct. Ouais. Donc comme ça, si vous voulez mettre maintenant un petit peu. Et comme ça, je regarde. L'expertise de Jérémy. Trop cool. Louis, il connaît The Toolbox, Dak. Célestine, je connaissais déjà Jérémy et j'ai envie de me former au no-code pour les marketing sales. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager Okay. Pas mal de monde qui arrive en même temps. C'est tout, on n'a que 3 personnes qui veulent bien participer dans le chat. Ah, Hugues. Chef de projet digital dans une agglomération, ok. Utilisateur ponctuel de Bubble, Webflow, Airtable. Je ne connaissais pas The Toolbox ni Jérémy, mais ça sera bientôt le cas. Ah, était un alumni de Joinion, d'accord. Co-founder, très curieux d'entendre Jérémy. First PM, ok, cool. Donc, on a pas mal de profils différents. Product Builder, trop bien. Ok, trop cool. Donc, pas mal de profils différents. CEO, ok, chouette. Pas mal de gens qui connaissent Jérémy, j'ai l'impression. Donc, chouette. Et bah, trop bien. Écoutez, pendant tout cet event, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, qu'elles soient directement en lien avec notre échange ou pas d'ailleurs. Le but, c'est que voilà, moi, je vais garder un œil sur le chat et puis je les poserai à Jérémy le maximum possible. Voilà. Trop bien. En quelques mots, Maestro, du coup, c'est l'école du produit. On est né il y a à peu près 2 ans et demi avec un bootcamp intensif pour devenir product manager. Donc, c'était 7 semaines, 8h, 19h, product management pour se former au métier et être capable d'arriver et d'onboarder dans une équipe et d'occuper le rôle de product manager, même quand parfois on arrivait de assez loin, même parfois pas de la tech. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en échangeant avec les intervenants, avec les participants, avec les recruteurs qui recrutaient nos alumni, on a construit de plus en plus de programmes où on sentait que c'était nécessaire de se former sur ces thématiques. Et du coup, là, vous les avez. Donc, vous avez celui dont je vous parlais, Product Manager en cette semaine. Il y a une session aussi qui est en Product Design pour aider en fait tous les PM qui ont des missions de design à mieux comprendre ce que c'est et à mieux construire un processus design. On a une session en e-learning sur la tech. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la tech quand on est PM? C'est quoi tout ce jargon, tous ces mots qu'on ne comprend pas forcément et qu'on entend au quotidien, qu'on a besoin de maîtriser et de comprendre. On a aussi une journée au produit responsable. Ça, c'est une journée qui est 100% gratuite, mais assez sélective parce qu'il n'y a que 25 participants. Et le but, c'est de vous donner un peu les méthodes pour construire un produit éthique et responsable, tant sur le pendant de respecter les ressources de notre planète, mais aussi sur respecter ses utilisateurs. Et enfin, on a un programme pour le no-code. Et donc là, je crois qu'Hello est connectée avec nous et elle pourra vous en parler potentiellement si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez la contacter. C'est un programme qui est en hybride, donc à la fois en ligne et à la fois en présentiel, et dont le but est en fait de comprendre comment construire un produit technologique qui répond aux besoins de votre utilisateur en utilisant des outils no-code qui vous permettent donc d'avoir une meilleure vélocité, d'être plus rapide
dans votre exécution. Mais en fait, il y a une grosse phase en début de formation qui vous permet vraiment de vous poser la question: «Quelle est la solution que je veux proposer à mes utilisateurs?» Et une fois que vous avez bien cerné la solution que vous voulez proposer, là, vous choisissez l'outil, sur lequel vous voulez développer votre solution et vous partez en hackathon, intensif, d'une vingtaine d'heures, pour, le développer et puis à la fin, vous présentez, votre produit, devant un jury. Si vous avez la moindre question là-dessus, il y a tout sur notre site et évidemment, vous pouvez directement contacter la team, Maestro. Très rapidement, nos prochains rendez-vous, on est super actifs sur LinkedIn, on est à fond sur Meetup avec tous nos events et on a notre site internet, avec toutes les informations sur nos programmes. N'hésitez pas à les regarder. Et maintenant, du coup, est-ce que Jérémy, tu peux, commencer par, nous dire un petit peu qui tu es et nous retracer peut-être les, les moments, importants de ta carrière? Ouais, bah, bonjour à tous. Donc, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle The Toolbox, qu'on a créée en 2018. Chez The Toolbox, notre mission, c'est d'aider les entreprises à mieux travailler. Donc, on design et on implémente des nouveaux processus qui sont basés la plupart du temps sur des outils numériques. On essaie d'adopter une approche no-code qui permet aux opérationnels de prendre en main les outils et de ne pas garder la tech comme une boîte noire que personne ne comprend, mais plutôt comme des outils que les opérationnels peuvent utiliser au quotidien pour améliorer leur cadre de travail. Donc, on adore bosser avec des outils comme Notion, comme Airtable, comme Zapier, comme Make, comme Pipedrive, comme Typeform, comme Jotform. Bref, en gros, tout ce qui peut se paramétrer de façon visuelle et qui a une API qui permet de se connecter à l'écosystème des autres outils. À côté de ça, du coup, avec The Toolbox, on était chez The Family, qui a constitué quand même une marche importante, je dirais, dans notre périple entrepreneurial. Moi, j'ai commencé à entreprendre pendant mes études, donc j'y connaissais un peu rien et ça m'a beaucoup aidé de rencontrer des gens comme TF ou comme Lyon, en fait, d'ailleurs, par la suite. Je suis du coup, The Toolbox, c'est une boîte de service. Ça veut dire que j'aime mettre mon nez un peu partout, comprendre comment est-ce que les entreprises fonctionnent. J'ai donc eu pas mal de mal à rester sur un seul projet. Donc j'ai quelques autres projets à côté, notamment Yoda, que vous voyez là, qui est une boîte de mobilette électrique. Qui fait d'ailleurs une levée de fonds participative en ce moment. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez. C'est yoda.bike. Notion for Business aussi que j'ai monté, qui est une boîte qui maintenant fait partie de The Toolbox, qui à la base était une spin-off, mais qu'on a ramené dans The Toolbox et sur laquelle on fait du conseil vraiment sur Notion, hyper expert sur des verticales outils. Voilà, en gros. OK, super clair et d'ailleurs, j'y pensais, je voulais te le dire pendant le festival, il y a plusieurs moments où on a eu des questions où les speakers n'étaient pas forcément spécialisés sur la question et du coup, ils disaient: «Bah, je crois qu'il y a un moment dans le festival, il y a Jérémy, vous pourrez lui poser». Du coup, tu as 2-3 questions qui t'attendent, notamment sur la partie RGPD. Ah, ok, Je sais pas ouais, si ça ça marche. Je suis pas un expert légal, mais c'est vrai qu'on a répondu à la question pas mal de fois, donc je pourrais peut-être OK, donner une précision. trop bien. Hop, j'arrête le partage de mon écran et je reviens avec vous. Première petite question, assez importante pour poser les bases. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du no-code? Parce qu'elle varie souvent d'une personne à une autre. Du coup, est-ce que tu peux nous donner, selon tes mots, ce que c'est que le no-code? Ouais, bien sûr. Bah, alors, si je dois donner une définition courte qui englobe un peu tout le concept, je dirais qu'on peut dire que le no-code, c'est en fait de la programmation visuelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va produire des systèmes informatiques sans avoir besoin pour autant de les coder avec un langage informatique et qu'à la place, on va utiliser des interfaces visuelles. Donc, on va utiliser des concepts logiques, par exemple le glisser-déposer, ou par exemple des blocs pour pouvoir construire des systèmes logiques, des interfaces et des solutions sans avoir besoin de connaître des langages comme JavaScript, Python, HTML, CSS, donc du code pur. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, la définition globale. Après, c'est super intéressant parce que le no-code, ça englobe pas mal de pratiques différentes. Nous, chez The Toolbox, par exemple, on est spécialisé sur un domaine qu'on appelle les no-code ops. Donc l'objectif, c'est vraiment de simplifier les opérations des entreprises, de fluidifier les processus de travail, mais il y a aussi d'autres applications au no-code. Et les deux autres grandes applications du no-code que je vois, si on considère qu'il y en a trois, du coup, il y a les no-code ops, il va y avoir le prototypage. Ça veut dire qu'on va pouvoir construire avec du no-code des MVP pour des nouveaux services. Donc, si vous avez par exemple une idée de startup ou une idée de service, il est fort probable que la première version, vous puissiez la construire en no-code. Je vous donne un exemple. Là, j'ai une nouvelle boîte qui s'appelle iFreg. On travaille sur
des entraînements spécifiques dans le football. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'évaluer les jeunes sur 150 points de données quand ils ont la balle au pied et de pouvoir ensuite leur fournir un programme d'entraînement sur mesure. Et ben, en fait, toute la tech qu'il y a derrière ça, qui est une tech qui n'est pas très complexe, hein, en fait, il va falloir récolter des informations et ensuite, on va avoir un petit système de matching qui permet, en fonction des informations, de recommander certains types d'exercices pour qu'ils s'améliorent sur leurs lacunes. Et ben, toute cette tech-là, elle peut être faite en no-code. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, si on doit faire ça avec du code, ça va mettre plusieurs mois à développer, on ne va pas être très agile, on va prendre beaucoup de risques sur le développement et ça va coûter probablement plusieurs dizaines, voire s'approcher de centaines de milliers d'euros. Alors que si on développe ça en no-code, en fait, on peut développer ça en une première version en quelques semaines pour quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros au maximum. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et c'est un usage qui est top, c'est de développer le début des projets, du MVP, du prototypage. Ça, c'est un deuxième usage. Et le troisième usage, ça va être surtout au niveau du growth, du marketing, la stack sales, pour faire de l'acquisition, où on peut aujourd'hui automatiser beaucoup de processus d'acquisition grâce au no-code. En tout cas en no-code, on va dire, donc sans devoir coder, et on va pouvoir créer des processus de prospection automatisés, aller chercher des informations, recontacter des personnes, les classer, leur envoyer des emails et in fine, en fait, les convertir sans avoir forcément besoin d'interaction humaine. Et donc, ces systèmes-là de prospection, de marketing automatisé, on peut les construire sans avoir besoin de code, ce qui est assez puissant du coup. Voilà, pour moi, ça, c'est un peu le tour du no-code, de l'écosystème no-code aujourd'hui. Et du coup, pour The Toolbox, donc tu disais, vous êtes vraiment sur la partie opérationnelle. Ouais. Opération pour les process, pour les opérations en entreprise. Ouais. Et du coup, à ce niveau-là, quand tu échanges avec des clients, tu échanges avec quel acteur de l'entreprise? C'est quoi les métiers des personnes avec qui tu vas être en direct? En fait, ça dépend de la typologie d'entreprise. Je pense qu'en fonction de la taille de l'entreprise et de l'appétence du dirigeant pour la technologie, on va avoir différents interlocuteurs. Donc, typiquement, sur des entreprises jusqu'à 50 personnes, ça va être un profil top management, voire le fondateur carrément qui va gérer ce genre de sujet. Les opérations, c'est encore géré par les fondateurs ou par des gens qui sont très très proches du fondateur. Et en fait, plus la boîte va grandir et plus on va se retrouver avec des profils qui sont opérationnels. Alors, c'est important que quand on parle ça reste quand même des transformations, des mécanismes de transformation qui sont assez importants, sur lesquels il peut y avoir pas mal de conduite du changement et de résistance aussi au changement. C'est très important de remporter l'adhésion des fondateurs ou de profils qui ont un grand pouvoir décisionnaire dans la boîte, qui vont pouvoir porter le projet. Généralement, sinon, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on a besoin de cette adhésion dans tous les cas. Mais après, au niveau des porteurs de projets, en fait, plus la structure va grandir et plus on va être sur des profils opérationnels. Et du coup, inversement, plus la boîte est petite et plus on va être sur des profils fondateurs ou CEO, ce genre de choses. Ok. Et du coup, sur cette partie-là, un peu comment conduire la politique du changement, parce que ça peut être un énorme changement pour les collaborateurs de l'entreprise si tu modifies les outils qu'ils utilisent, l'interface de leur outil, ça peut être hyper déstabilisant. Est-ce que tu as des conseils un petit peu pour justement les personnes peut-être qui nous écoutent et qui ont changé un processus en interne et qui n'ont pas réussi à embarquer les collaborateurs? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme méthode? En fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets quand on parle de ça. Le premier, c'est que la majorité, je pense, des transformations qui échouent, c'est parce qu'on n'y a pas alloué suffisamment de temps. C'est qu'en fait, on met un outil en place et on pense que en fait, c'est du tool-based ou du feature-based. On pense que parce qu'on a un nouvel outil ou une nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir conduire un changement. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Le plus important, c'est d'avoir du value-based et de passer du temps avec les gens. Donc, en gros, déjà, il faut que le process qu'on met en place ou l'outil qu'on met en place, il apporte une vraie valeur. S'il n'apporte pas de valeur particulièrement démontrable au quotidien pour les équipes, en fait, la résistance au changement, elle est très forte parce qu'il n'y a pas de raison de changer pour pas avoir un vrai mieux. Donc, il faut être sûr quand on change d'avoir un vrai mieux. Et en plus, il faut vraiment bien expliquer ce changement, passer du temps avec les gens. Nous, on a l'habitude de beaucoup documenter ce qu'on fait. Donc, on va avoir une partie de documentation écrite. On a aussi une partie de documentation vidéo. On fait aussi des workshops pour accompagner les équipes. Et au-delà de ça, en fait, il va falloir y allouer du temps. C'est obligé. Il y a vraiment besoin de passer du temps pour s'entraîner. Typiquement, un outil comme Notion, si on ne met pas les mains dedans, si on n'apprend pas à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, si on n'y passe pas du temps, c'est impossible à maîtriser, quoi. C'est une vraie compétence. C'est comme si on voulait apprendre à conduire une voiture juste en montant dedans, quoi. Ça ne fonctionne pas. Il faut prendre des cours aussi.
Et donc, du coup, là, si demain, tu commences une nouvelle problématique chez un client, première action que tu mets en place, justement pour anticiper un peu ça, qu'est-ce que c'est un peu ton plan d'action, toutes les Euh, étapes? Nous, on a l'habitude au début de commencer par une première phase qui va être surtout du design, en fait. Et quand je dis design, c'est au sens vraiment large. Donc, on va passer par une première phase de user research pour essayer de comprendre le quotidien des collaborateurs. On est assez agnostique, donc en fait, on va bosser avec plein de typologies d'entreprises différentes, plein de métiers différents, plein de secteurs d'activité différents. Donc, c'est important de bien se plonger dans le métier des gens pour comprendre ce qu'ils font au quotidien, quelles sont vraiment les douleurs qu'ils ont, quels sont les processus qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins, quelle est la politique de l'entreprise concernant les outils. On a besoin de comprendre tout ça, de bien comprendre à la fois le cadre de l'entreprise et puis le métier des gens. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir faire des recommandations. Et en fait, du coup, tout commence par là. Parce que si on n'étudie pas bien le métier des gens et qu'on ne comprend pas leur métier, qu'on ne comprend pas les processus, en fait, on risque de faire des recommandations qui sont erronées ou de passer à côté de la meilleure solution. Donc, je pense que le plus important, de toute façon, quand on cherche une solution, c'est de bien s'intéresser au problème avant. Oui, complètement. Je ne peux que te rejoindre et c'est aussi pour ça, comme je le mentionnais en introduction, que c'est vraiment ce sur quoi on a mis l'accent sur le programme No Code de Maestro. C'est aussi un constat qu'on fait sur le métier de product manager. Ouais, Idem, en fait, il faut ouais, faire de la discovery tout le temps, connaître ton marché pour pouvoir développer des choses qui sont pertinentes vraiment pour tes utilisateurs et surtout ne pas commencer à partir dans un projet et en fait, quand tu en parles avec tes utilisateurs, tu te rends compte que ce n'était pas forcément leur point de focus. Et donc, du coup, par rapport à The Toolbox, pourquoi vous avez… au début, c'est toi qui as lancé hein, au tout début? Je ne me rappelle ouais. plus. OK. C'est ce que je me disais, mais je n'étais pas certaine. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce marché-là? Qu'est-ce qui était vraiment le focus? Bah, c'est un Très peu. large comme question. Non, en vrai, à la base, j'ai étudié le marketing et les médias au début, et enfin, mes 3 premières années, et j'étais assez fasciné par les réseaux sociaux et la puissance que ça avait. Et je trouvais qu'en termes d'impact sociétal, c'était quelque chose de très, très, très fort. Et en fait, j'ai monté une première boîte sur ce sujet-là, où je voulais aider les entreprises à gérer en interne leur stratégie de publication de contenu, parce que je trouvais que partager, c'était important. Euh, et en fait, en découvrant l'univers des PME, des petites et des moyennes entreprises, je me suis rendu compte à quel point ils travaillaient mal de façon générale, à quel point ils étaient mal outillés. On parle de ça, c'est à 4 ans, donc c'était encore bien pire qu'aujourd'hui. À cette époque-là, la digitalisation en France, c'était une catastrophe pour les PME. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Mais du coup, en fait, j'ai été très frappé par ça. Et d'un côté, il y a eu ce constat. Et de l'autre côté, j'ai commencé à découvrir des solutions que je trouvais vraiment géniales. Et je suis tombé un peu amoureux du produit. À cette époque-là, on ne parlait pas encore beaucoup de user experience, etc. Et du coup, en fait, j'ai décidé de faire mon master là-dessus. Donc, j'ai fait un master d'UX, Research et Design, pour pousser là-dedans et comprendre, en fait, comment est-ce qu'on fabrique des bonnes expériences, comment est-ce qu'on fabrique des bons produits. Et petit à petit, en fait, les pièces du puzzle se sont assemblées et j'ai compris que moi, ce que je voulais faire, en tout cas dans un premier temps et avec The Toolbox, c'est de comprendre comment est-ce qu'on pouvait construire des expériences de travail qui aient plus de sens et qui soient plus efficaces. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Pour la plupart des gens, on est sur une logique assez productiviste, hein, de 8 heures de travail par jour, ce qui représente quand même une grosse partie de la journée. Et en fait, il y a beaucoup de gens dont le travail a assez peu de sens et qui passent une grande partie de leur journée à faire des trucs qui pourraient être faits par des machines. Et donc, en fait, sur 8 heures de travail, il y a peut-être que 4 heures qui servent à faire des trucs qui ont de la valeur, le reste pouvant être automatisé ou transformé, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, ça représente quand même un sacré problème, un gros manque à gagner pour les entreprises et puis des grands changements à venir dans le monde du travail. Et du coup, bah, on va s'intéresser à ça et essayer de construire une boîte sur le sujet. Donc, c'est pas parti vraiment d'un besoin business qu'on a identifié. C'est plus à la base un ressenti personnel et puis une analyse du marché, quoi. Peut-être la combinaison des deux. OK. Et l'arrivée du coup des outils no-code dans votre utilisation, toi, c'est quoi le premier outil sur lequel tu t'es formé et avec lequel tu as C'est commencé? Webflow. Si on Webflow? parle OK. vraiment ouais, si on parle vraiment d'univers no code. En fait, à la base, moi, j'étais pas du tout réfractaire au code. J'avais commencé à apprendre à coder, mais du coup, plus avec une sensibilité de designer en fait, parce que c'était ma formation. Donc, mon objectif, c'était de pouvoir construire des expériences plutôt sur la partie front-end. Donc, ça veut dire HTML, CSS, JavaScript. Et en fait,
c'est quand même très chiant de coder, quoi. Et sur la partie front, c'est pas. Je pense que coder en back, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants et que quand on code sur des nouvelles technologies, c'est génial. Donc, moi, j'ai rien contre les développeurs. Au contraire, je veux pas créer un conflit ou un débat à ce niveau-là. Par contre, en tant que designer, franchement, faire de l'HTML et du CSS, c'est pas excitant. C'est pas ça qu'on veut faire. Et en fait, Webflow apportait une réponse tellement radicale et tellement puissante à ce problème de je suis designer, j'ai pas envie de coder, en disant bah, je suis designer, en fait, si je comprends le code, je peux construire exactement la même chose, mais sans coder. Ça m'a parlé très très fort. À cette époque-là, on parlait pas du tout de no-code. On commençait un tout petit peu à en parler avec MakerPad, qui est une boîte du coup de formation au no-code américaine qui a été rachetée par Zapier l'an dernier. Et du coup, on ne parlait pas du no-code, mais c'est vraiment le premier outil où j'ai compris qu'il y avait du code qu'on allait pouvoir remplacer par des interfaces visuelles. Mais je pense qu'il y a d'autres outils qui existaient avant dans une approche no-code, genre bêtement Excel permet de construire des systèmes sans devoir coder ou juste avec des formules basiques, mais sans devoir vraiment manipuler du code. Donc voilà. Mais moi, la première vraie expérience forte, c'était Webflow. OK. Et du coup, pour tes clients, pour les réponses, sur les process, c'est pas avec du Webflow que tu vas proposer des solutions aussi? Non? Non, C'est ça nous arrive d'utiliser Webflow quand on travaille sur des processus plutôt liés au marketing ou à la marque. Ça nous arrive de transférer par exemple des sites de WordPress vers Webflow parce que c'est plus simple pour gérer le contenu, mmh, que c'est plus agréable pour les équipes au quotidien d'être sur une interface Webflow dans la gestion des contenus ou pour modifier le site que d'être sur un WordPress. Par exemple, hein, je dis WordPress, mais ça peut être aussi d'autres technologies. Et donc, dans une logique en fait d'optimisation, on va utiliser Webflow, mais c'est pas le cœur de notre activité. C'est plus une activité annexe. OK. Et est-ce que tu as un avis là-dessus? C'était une question qui était revenue à un autre event, sur, la différence, Webflow, WordPress, par exemple, en termes de performance SEO. Est-ce que tu as observé des choses sur, une différence entre les deux En outils? fait, je pense que ça dépend jusqu'où on veut aller. Tout est toujours une question de curseur et de perspective. Je pense que globalement, Webflow est un bien meilleur outil que WordPress pour 90% des gens. Si on veut aller très 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 loin dans le SEO, il y a probablement des plugins sur WordPress qui permettent d'avoir de meilleurs résultats que ce qu'on va pouvoir faire avec Webflow. Mais pour la majorité des usages et pour la plupart des gens qui font du SEO sur des business assez traditionnels, qui ne vont pas investir des dizaines ou des centaines de milliers d'euros dans leur SEO, je pense que Webflow fait un bien meilleur taf. Et la configuration de base de Webflow est beaucoup plus puissante que la configuration de base de WordPress. Donc après, voilà, au niveau des plugins, je pense que il y a vraiment, il faut étudier les cas spécifiques. Mais bon, on a des résultats qui sont vraiment top en termes de performance avec Webflow, qu'on a difficilement avec WordPress. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, WordPress part souvent de thèmes qui sont pas bien codés, entre guillemets, alors que sur Webflow, le code, il est super clean. OK. OK. Moi, ça me conforte parce qu'on a fait la migration, Maestro, du site Maestro il y a à peu près 1 an, mais pour le coup, on est passé de Wix à Webflow et s'était posé la question de WordPress, mais c'est moi qui fais la mise à jour du site internet. Donc j'avoue heureusement qu'on a choisi Webflow. Et du coup, aujourd'hui, si tu pouvais nous résumer un petit peu en quelques points clés, pourquoi est-ce que tu penses qu'utiliser le no-code pour les processus internes spécifiquement, c'est bénéfique? Est-ce que tu pourrais nous mettre en avant un petit peu les arguments forts, pour ça? Ouais, alors bah, en fait déjà un premier point qui vaut la peine d'être souligné, c'est que il y a énormément de boîtes qui font pas très attention à leur processus interne et pour lesquelles l'optimisation opérationnelle, c'est pas une priorité. Ça va le devenir, forcément, parce qu'on rentre dans un monde où la sobriété devient importante et que quand on sait qu'en moyenne, c'est une moyenne, hein, les emplois tertiaires, on est sur 30% de moyenne de perte de productivité journalière qui est juste liée au copier-coller, à la double saisie et à la recherche d'informations qui ont déjà été recherchées auparavant. Donc, qui sont 3 problèmes qu'on peut attaquer très fort avec l'automatisation, les bons outils et les bons process. 30%, ça veut dire que sur une boîte de 100 personnes, en vrai, on pourrait, en optimisant bien, imaginons qu'on arrive à regagner 20% sur ces 30%, en optimisant bien, on pourrait avoir les résultats d'une équipe de 120 personnes avec une équipe de 100.
Et donc, c'est incroyable, c'est énorme en fait, le gain de productivité qu'il y a moyen d'avoir et juste le gain de valeur qu'on peut avoir sur un business. C'est hallucinant. Donc ça, c'est juste pour le cadre. À côté de ça, en termes de technologie, principalement pour des petites boîtes, en fait, et après, c'est valable aussi pour des plus grandes entreprises, mais je connais peut-être un petit peu moins bien le sujet. Les processus internes et les opérations de l'entreprise, elles sont faites pour évoluer, elles sont faites pour rester agiles et pour rester flexibles. Si on travaille avec des technologies qui sont trop rigides, et donc typiquement avec du code où on va passer sur des itérations, développer des features et qu'on développe ses propres outils en interne, c'est intéressant d'un point de vue de la propriété intellectuelle parce que l'outil nous appartient, mais en vrai, en interne, toutes les boîtes ont les mêmes besoins, que ce soit sur du recrutement par exemple, ou sur de la gestion de projet, ou sur je sais pas, les problématiques de marketing ou de CRM. En fait, il y a énormément de choses qui sont communes à beaucoup d'entreprises. Moi, je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur son cœur de métier et de développer ça et de pouvoir être très agile en fait sur le reste avec des solutions qui sont déjà existantes plutôt que de vouloir tout développer, de vouloir faire du sur-custom avec des technologies custom pour tous les besoins de l'entreprise. Du coup, ce que je considère, c'est que la meilleure manière de faire, c'est si on a besoin d'avoir de la propriété intellectuelle sur des outils qu'on développe, par exemple pour ses clients, de travailler avec du code et de mettre l'intensité de développement en code sur ces problématiques-là. Mais en fait, le reste, d'utiliser des solutions existantes. Donc, solutions existantes, solutions de no-code, c'est un peu chou vert et vert chou. Mais de se dire, en fait, si j'ai besoin d'améliorer les processus ou si j'ai besoin de développer l'efficacité de mon organisation en interne, et à la place de tout réinventer, je vais prendre des solutions qui existent déjà et je vais pouvoir utiliser le temps que je gagne en utilisant des solutions existantes pour pouvoir me concentrer sur le process et comment est-ce que j'optimise ce process. Et du coup, en fait, je considère que c'est un vrai game changer. Parce qu'avant, comme ces technologies-là n'existaient pas, le seul choix qu'on avait, c'était de faire de la tech, donc du vrai produit, de développer des choses en code. Mais pour des petites boîtes, elles n'avaient juste pas le budget, ça n'avait pas de sens. Et pour des grosses boîtes, très souvent, en fait, ça représente un risque énorme. Je veux dire, je pense que si vous avez déjà discuté avec des boîtes, vous avez tous vu des boîtes qui ont raté la construction d'un CRM, par exemple. Parce que déjà, l'implémentation d'un CRM, c'est difficile, mais la construction d'un CRM, en fait, c'est direct des centaines de milliers d'euros et ça foire dans plus de la moitié des cas. Et en fait, du coup, c'est hyper risqué. C'est des projets qui sont très, très stratégiques. Et si aujourd'hui, on peut permettre d'améliorer la réussite de ces projets-là, de simplifier la conduite de ces projets-là parce qu'on travaille avec des technologies existantes, en fait, je crois que le trade-off propriété intellectuelle vs succès du projet, ça va devenir de plus en plus un no-brainer. Quitte à avoir quelques années, quelques mois, quelques semaines, une solution qui est développée avec des outils no-code et puis en fait se rendre compte qu'il y a les signaux pour aller en no-code. Ça, c'est pour le coup avec Floriane, du coup, qu'on rencontre jeudi dans le cadre du festival no-code aussi. Elle va nous présenter une solution de WeMaintain qu'ils ont fait en no-code pendant 3 ans. C'est un outil interne. Et en fait, là, justement, ils sont en train de passer sur un outil qui dev en interne. Donc, c'est assez intéressant comme cas de figure. C'est cette notion de prototypage à chaque fois, en fait. Là, c'est les cas d'usage du début. En fait, c'est juste de se dire, on développera peut-être un outil demain, mais aujourd'hui, faisons simple, construisons quelque chose rapidement qui tourne. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, comme WeMaintain l'a probablement fait, ça permet de bien comprendre quelles sont les features dont on a vraiment besoin. Et ça, on va passer beaucoup moins de temps dans le dev, et on va être beaucoup plus économe et beaucoup plus pragmatique, et on va pouvoir aller directement à la solution. Donc, dans tous les cas, en fait, c'est une bonne chose. On a plusieurs questions de Hugues. Est-ce que tu as des idées de KPI à monitorer quand on veut refondre un process métier avec le no-code, des KPI financiers ou de productivité, par exemple? Ça dépend vraiment du processus. Mais oui, typiquement, on peut faire une étude assez simple, ne serait-ce que sur le time tracking, de voir combien de temps est-ce qu'on passe à faire cette action-là, ou combien de temps en fait prend ce process-là, et quel est le gain possible quand on va, si on s'attaque à ce processus. Et donc, les KPI, j'imagine qu'en fait, c'est les KPI du process en tant que tel. Après, se baser toujours sur des KPI financiers, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le plus pertinent. Ça dépend vraiment du business, en fait. Il faut voir au cas par cas, mais
si on pousse un peu la réflexion, il y a des choses qui sont intangibles, comme par exemple le cadre de travail qu'on va créer, le confort de travail pour les collaborateurs. C'est des choses qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui peuvent avoir parfois plus de valeur que juste le temps dépensé ou l'argent gagné. Et je ne sais pas si on parle par exemple de rétention, pour construire un cadre de travail dans lequel les gens aiment travailler, le recrutement et la formation des talents, ça coûte hyper cher. En fait, si on arrive à améliorer la rétention globale des collaborateurs au travers de la qualité du cadre de travail et qu'on améliore cette rétention de 6 mois ou d'1 an par exemple, en fait, peut-être que les résultats business, ils sont bien plus importants que juste avoir réussi à sauver 5 minutes par-ci ou 5 minutes par-là sur un process. Donc, je pense qu'il y a une réflexion globale en fait à mener. Et du coup, les KPI ne sont pas toujours évidents à définir. En tout cas, je conseille, au-delà des KPI financiers, d'avoir une approche un peu plus holistique. Ok. Je crois que ça a répondu à la question de Hugues qui a mis un pouce. Trop bien. On a une question de Talia, vu qu'on parle pas mal de processus métier. Qu'en pensez-vous de la discipline et des outils BPM, Business Process Manager? Alors, la discipline, en effet, c'est un vrai sujet en entreprise. Alors, nous, nos processus, ils sont tous dans Notion. On les documente tous dans Notion. Et en fait, on essaye au maximum, mais c'est vraiment c'est notre culture à nous, hein, d'avoir toute notre information à l'intérieur de Notion. Mais quand on va construire ces process, l'objectif, c'est vraiment de réfléchir à quelle est la manière la plus rapide de faire ce processus. C'est-à-dire que la discipline de faire ce process, je pense qu'elle ne peut être exigée des équipes que si ce process-là, il est vraiment efficace. En fait, on se rend compte que si on a des processus qui ne sont pas très efficaces ou qui demandent du temps, alors ça peut être difficile de changer. Donc, on revient sur la question de la valeur perçue quand on va transitionner d'un processus vers un autre. Mais même quand il n'y avait pas de processus avant, en fait, on a vu des processus mis en place sur des outils et puis des gens qui reviennent au papier et au crayon qu'ils utilisaient avant parce qu'en fait, la manière de travailler n'a pas été suffisamment, enfin, est pas suffisamment accessible pour eux, ou ils n'arrivent pas à faire rentrer ça dans leur routine. Du coup, je pense que la discipline, c'est hyper important, mais qu'il faut aussi que ça puisse être mis… Enfin, que ce soit, que ça fasse partie du quotidien des collaborateurs, quoi. Et idem avec la documentation, je pense que ça doit être présent dans les outils. Je ne sais pas si on aura le temps de montrer un peu, mais nous, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien construire avec Notion, c'est parce qu'on peut documenter à l'intérieur de l'outil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une base de données, par exemple, avec une description au-dessus de la base de données, en disant, voilà, cette base de données, voilà comment est-ce qu'elle fonctionne, voilà à quoi servent les vues. Et si vous avez oublié à quoi ça servait, il y a un lien là pour aller voir la documentation du processus en question, où il y a une petite vidéo pour revoir comment ça fonctionne. Et en fait, je trouve que d'intégrer la documentation directement sur le lieu où le process va s'effectuer, ça peut faire gagner pas mal de temps. Dis-nous si ça répond un petit peu à ta question, Talia. Et du coup, très en lien avec ça, sur ma prochaine question, est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 typologies de processus que tu peux automatiser avec le no-code? Et puis, si tu en as en tête et que tu veux nous montrer le Notion, c'est avec grand plaisir pour nous montrer un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé. Oui, bien sûr. Des grandes typologies de processus. Alors, je pense qu'il y a un type d'outil qui peut apporter de la valeur très, très rapidement, c'est les outils de formulaire. En fait, la collecte de données, ça fait partie du type de processus no-code qui peuvent faire économiser énormément de temps à une boîte. Donc, typiquement, juste le fait de mettre en place des formulaires, vous pouvez le faire avec Typeform, par exemple, ou avec JotForm. Vous pouvez le faire directement via Airtable. Vous pouvez alimenter des bases de données Airtable avec des formulaires Airtable, du coup, qui sont natifs à la plateforme. Ce qui est génial, en fait, une fois qu'on va récolter de la donnée au travers d'un formulaire, c'est que une réponse à un formulaire, elle va pouvoir servir de déclencheur, de trigger pour une automatisation. Et donc, à partir de là, en fait, on peut imaginer tout un tas de processus différents. Mais l'idée, ça va être du coup de pouvoir récolter des données. Donc, je donne un exemple. Je peux donner 2 exemples. Le premier, c'est par exemple un formulaire de contact sur votre site internet. Donc, vous allez récolter des informations, soit pour opt-in un client sur une newsletter, par exemple, soit pour faire une demande de contact, une demande de lead. Et en fait, le remplissage de ce formulaire va pouvoir servir de déclencheur, de trigger pour démarrer des flux automatiques. Typiquement, si c'est un lead,
vous allez pouvoir générer une chaîne d'email pour proposer, par exemple, une prise de rendez-vous ou pour donner des informations ou pour récolter encore même d'autres informations. Et si c'est, je sais pas, imaginons par exemple plutôt marketing, vous allez pouvoir inscrire le lead dans ou le contact dans une séquence d'email. Vous pouvez aussi, par exemple, décider de déclencher un autre processus où vous allez enrichir le lead. Donc, on pourrait imaginer que vous récoltez uniquement des adresses email professionnelles et que, sur base de ces adresses email professionnelles, vous puissiez enrichir le profil de l'entreprise en disant je vais me servir du domaine pour aller taper ensuite dans une base de données d'informations de business pour aller récolter le numéro de TVA, le numéro de SIRET par exemple, la taille de l'entreprise, les derniers bilans, ce genre de choses. Et après, sur base de ces informations, encore faire d'autres automatisations. Mais donc, typiquement, je trouve que les formulaires et la récolte d'informations sont une très, très bonne base pour démarrer des processus no-code. Ça, c'est un exemple. Après, d'autres processus qu'on peut typiquement faire en no-code, il y a des automatisations qui sont assez simples, mais je trouve que sur des reporting, par exemple, donc le fait de pouvoir aller collecter des informations et ensuite de les agréger pour en faire un rapport qui peut être envoyé quotidiennement ou chaque semaine ou chaque mois, ça peut faire gagner du temps et ça peut aussi donner de la visibilité aux équipes. Ça, je pense que c'est un autre use case qui est pas mal. Et alors, un dernier use case, ça va peut-être juste être en fait de la notification. Donc, c'est-à-dire que la communication en entreprise, c'est hyper important. On perd beaucoup de temps à communiquer et en fait, la plupart des gens communiquent assez mal parce que pour une raison de discipline, en fait. C'est pas évident toujours de prévenir tout le monde quand on va faire quelque chose. On est débordé, on n'a pas le temps d'envoyer un message pour dire qu'on a fait telle ou telle chose sur lesquelles, en fait, on est censé prévenir et ce serait probablement bénéfique pour l'entreprise que tout le monde soit au courant et que la communication soit plus transparente sur ce qui a été accompli. En fait, on peut définir avec le no-code, si on utilise des outils comme Airtable, par exemple, comme Monday ou comme Notion sur les problématiques de gestion de projet, on va pouvoir, par exemple, dire quand certains critères sont remplis. Donc, imaginons, par exemple, qu'une tâche est terminée sur un projet où je suis membre. Je vais pouvoir envoyer, par exemple, une notification Slack sur un channel pour dire « telle tâche est terminée ». Donc, en fait, ça, alors c'est un exemple parmi d'autres, mais ça va permettre de créer un contexte de communication plus ouvert, plus transparent et d'avoir automatisé ou par voie de machine des choses que l'humain a beaucoup de mal à faire. Je pense que c'est là, du coup, aussi que le no-code peut avoir de la valeur. Je voulais revenir sur celui que tu as, la typologie d'utilisation sur un peu l'agrégation de data pour faire des dashboards. Ça, par exemple, est-ce que tu as un exemple de quel outil tu as utilisé là-dessus? En fait, ouais, je vais donner un exemple simple qui est Airtable, qui est vraiment un outil ultra puissant. Où je pense aujourd'hui, peu importe de quel côté du no-code on regarde, il faut regarder Airtable. C'est un outil qui est tellement puissant et qui permet de faire tellement de choses que ça me semble difficile de passer à côté, quoi. En fait, Airtable va intégrer, donc la base d'Airtable, c'est des bases de données relationnelles. Et qui est d'ailleurs en fait aussi une des très grandes, c'est une des composantes principales du no-code, c'est de comprendre les bases de données relationnelles. Donc, les bases de données relationnelles, c'est quoi? C'est des bases de données, donc des endroits où on va stocker de la donnée en ligne et en colonne. Chaque ligne représente une donnée, chaque colonne représente une propriété de la donnée. Donc typiquement, si j'ai une base de contacts, mes propriétés, ça va être le numéro de téléphone, l'adresse email, l'adresse physique, la date à laquelle j'ai ajouté ce contact dans ma liste. Voilà. Donc ça, ce sont des propriétés, c'est-à-dire c'est des attributs qui sont partagés par tous les contacts, par toutes les données. Et donc les lignes, ça va être, par exemple, dans le cas des contacts, ça va être tous mes différents contacts, c'est les lignes. Donc les bases de données, ça fonctionne comme ça. C'est pas comme des tableurs où je peux dire, tiens, dans ma cellule B4, je vais faire la somme de telle partie de mon tableur. Non, c'est des bases de données, c'est vraiment, c'est rigide, ça fonctionne juste en ligne et en colonne. Et donc ces bases de données, en fait, elles sont relationnelles sur Airtable. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre différentes bases de données en relation. Par exemple, j'ai une base de données entreprise, j'ai une base de données contact, et je peux dire tel contact, il est relié à telle entreprise. Et donc, je fais un lien entre deux bases de données, ça s'appelle des bases de données relationnelles. Et donc, c'est intéressant parce qu'une fois que le lien est fait entre deux bases de données, ça va me permettre, par exemple, d'aller chercher les informations d'une autre base
pour les ramener dans une base de données qui va être liée. Donc, typiquement, si je parle des contacts, un contact, il est connecté à une entreprise. Mon entreprise, elle va avoir différentes colonnes, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, du standard, par exemple, ce genre de choses. Et ben, je vais pouvoir récupérer, par exemple, dans mon contact, s'il est connecté à l'entreprise, toutes les infos de l'entreprise. Donc, le nom de l'entreprise, la taille de l'entreprise, le nombre de collaborateurs, etc. Et donc, ça, c'est la base d'Airtable. Et ce qui est génial, donc c'est que ça, déjà, ça permet de faire énormément de choses. Hein. La plupart des applications que vous connaissez, elles reposent sur des bases de données relationnelles. Mais au-delà de ça, en fait, dans Airtable, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités d'automatisation. Donc, il y a un moteur d'automatisation dans Airtable qui va permettre de créer, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu à quoi ressemble Zapier. Si on peut faire une démo, je vais peut-être vous faire une démo, c'est le plus simple à mon avis. Hop, Ouais, carrément. très concret. Je vais juste me connecter du coup à Airtable. Partager mon écran. Hop. On a pas mal de questions sur le parallèle Notion Airtable là, qui arrivent. Ah, mais c'est bien ça. C'est des grandes questions. J'ai parlé de ça en plus, donc c'est chouette. Hop. Alors. Zoom, partage et Airtable. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, Sacha, ouais, c'est bon. On voit. Typiquement, voilà, bon, ça c'est Airtable. Ici, je suis dans une base de données qui va servir à un contractant qui fait de la rénovation, donc typiquement une entreprise de rénovation, d'organiser tout son business. Donc, j'ai ici une base de données avec les contacts. Donc, vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait, les lignes, c'est des contacts, et les colonnes, c'est spécifiquement des attributs de la donnée. Donc, ici, par exemple, ça va être l'email, le numéro de téléphone, l'adresse, le type de service qu'ils veulent, etc. Okay. En fait, ce qui est génial avec Airtable, c'est qu'on part de ce principe de base de données, mais auquel on va venir rajouter du coup déjà des vues. Donc, ça veut dire que je peux visualiser ma donnée sous forme de table, mais je peux aussi la visualiser sous d'autres formes. Donc, typiquement, le formulaire, assez génial, qui va me permettre de mettre mon formulaire à disposition de personnes qui vont le remplir et qui vont automatiquement interagir du coup avec ma base de données en la remplissant, donc en ajoutant des nouvelles bases, des nouvelles lignes pardon, dans ma base de données sans que moi j'ai rien à faire. Et je vais pouvoir aussi avoir d'autres vues. Donc là, par exemple, je suis dans la vue, je suis dans la table Jobs. Donc ça, c'est toutes les prestations, toutes les missions de rénovation que je vais faire. Et ben, je peux visualiser mes prestations sous forme ici de colonnes, de Kanban, sur le déroulement des missions. Donc, je passe du lead au job accepté, en progrès, payé, complet, reviewed. Et en fait, je peux aussi, par exemple, les visualiser autrement avec, alors, hop, ici, par exemple, un review wall où je vais voir une galerie où donc j'ai des cartes et où en fait, chaque job, je vais le visualiser juste avec le rating et le public review qui a été laissé par le client directement. Donc, ça me permet de visualiser mes données, ce qui est aussi hyper puissant. Parce que interagir avec des tableaux Excel, juste avec des tableurs, c'est difficile. Visualiser les données de cette façon-là, ça peut être beaucoup plus agréable. Donc là, en fait, on gagne déjà du temps, on gagne déjà en puissance. Après ça, donc ça, c'est le volet data. Ensuite, on va avoir un volet automatisation. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir construire des automatisations, donc qui sont en fait ici des flux de données. Hein. Alors là, je n'ai pas de flux de données qui soient très complexes. Ils sont vraiment tous méga simples, mais ça peut vous donner une idée. Donc ici, typiquement, je vais avoir un déclencheur qui va être quand une donnée, quand une ligne match certaines conditions. Donc ici, on a les conditions, hein, on peut les voir. Donc ici, par exemple, dans ma table contact, quand la condition turn into lead is validée, donc ça veut dire quand je vais avoir cette propriété-là qui s'appelle turn into lead et qui a une checkbox, eh ben, je vais checker ma checkbox, ça va me démarrer une automatisation. Ça veut dire que si je suis dans ma table, ici data, hop, je pense que c'est dans mes contacts, hop, j'ai mes leads, je dois avoir un champ, hop, c'est celui-là, turn into lead. Donc ce champ-là, je vais le cliquer. En fait, c'est en le cliquant que je vais démarrer mon automatisation. Donc là, c'est génial parce que ça va vraiment, c'est ça le pouvoir de l'automatisation. C'est vous faites une action
Et en fait, cette action-là démarre tout un flux de données. Et donc ici, je dis check les records. Et chaque fois que tu vois une case qui est cochée, tu vas venir m'updater un record. Donc, tu vas venir changer les informations dans une donnée et tu vas m'envoyer un message Slack. Voilà. Et tout ça peut se gérer de façon dynamique. Donc ici, par exemple, dans mon message Slack, je vais pouvoir ajouter des variables qui viennent de mes records, donc qui viennent de ma donnée. Donc, je peux reprendre les informations du client. Et ici, je peux ajouter, par exemple, le nom. Et je peux dire Ernesto Rodriguez est devenu client aujourd'hui, par exemple. Et du coup, là, par exemple, si tu veux envoyer ça à quelqu'un qui doit rappeler ce contact, on va dire, tu peux lui mettre toutes les infos dans le message Slack, lui mettre un lien directement sur lequel, quand il va cliquer, ça va lui ouvrir un mail et il pourra répondre par email à la personne. Par exemple, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Ok. On peut tout faire, hein. Vraiment, avec ça, on peut envoyer des emails. Je veux dire, et en fait, le format des emails, il est très standard. Un email, ça a un objet, des destinataires, une personne qui va envoyer l'email. Vous avez les CC ou BCC, et puis vous avez le corps de l'email. Et en fait, toutes ces informations-là, vous pouvez agir dessus avec des variables. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire, le destinataire, ça va être le client, et en CC, ça va être le chef de projet, par exemple. Ok. Ok. C'est méga puissant. Et quand on voit ça, le niveau auquel c'est poussé les automatisations sur Airtable, on a une question là, mais que reste-t-il à Zapier? Est-ce que c'est un outil que tu continues d'utiliser pour d'autres fonctions? Oui, alors, il y a plusieurs sujets là-dessus. J'étais très Zapier à la base. Aujourd'hui, on utilise plus Make, justement parce que, en fait, on utilisait beaucoup Airtable et Zapier. Mais en fait, depuis qu'ils ont ce moteur d'automatisation qui continue de s'améliorer, c'est vrai que Airtable a de moins en moins besoin d'outils d'automatisation externe. On continue à en utiliser, mais surtout, du coup, pour se connecter à d'autres outils qui, eux, en ont vraiment besoin. Mais c'est incroyable aujourd'hui ce qu'il y a moyen de faire en termes d'automatisation interne juste dans Airtable. C'est un truc de dingue, vraiment. Là, les améliorations qu'ils ont apportées sur les 12 derniers mois, c'est très impressionnant. Ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives pour des profils, pour le no-code, pour des profils qui ne savent pas coder et qui comprennent la logique d'Airtable. Ça devient très, très, très puissant. Mm. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus dur à prendre en main quand on connaît pas, surtout sur la partie automatisation. On a une question de Vincent qui est assez axée sur Notion et Airtable. Est-ce que il y a des formations que tu recommandes pour les deux? Déjà, il y a énormément de tutos YouTube pour le coup. Moi, je sais que Ouais, c'est il y a là-dessus. beaucoup de tutos YouTube. Et après, en fait, il y a plein de formations génériques. C'est très cool. Moi, je recommande celles de contournement qui sont top. Qui sont du coup des formations en ligne, self-paced, etc. Mais après, je crois que pour des entreprises, le mieux, il faut une partie service. Je veux dire, c'est super bien de se former et d'avoir ça en complément pour bien structurer les différentes fonctionnalités et les comprendre. Mais en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que de passer du temps avec un expert et de construire, de co-construire en fait l'espace de travail qu'on veut. C'est comme ça qu'on apprend vraiment, vraiment bien. Mm. Ouais, il y avait ça qui était beaucoup revenu aussi pendant notre échange avec Julien sur l'utilisation du no-code pour les projets à impact, où en fait on avait plusieurs personnes dans les participants qui avaient témoigné du fait que en fait ils avaient voulu utiliser le no-code en interne, mais ils étaient potentiellement passés par une prestation ou alors quelqu'un l'avait mis en place. Et puis ensuite la personne responsable qui avait la connaissance technique un peu des outils qui avaient été utilisés n'était plus en charge ou alors avait pas assez de paille pour garder la main dessus. Et il y avait un peu la mort du process qui avait été mis en place qui se mettait alors que ça avait bien fonctionné. Mais en fait, ils n'arrivaient pas à le maintenir parce qu'il n'y avait pas assez de temps qui était dédié. Et en fait, oui, le no-code, tu fais le setup et puis ça roule. Mais en fait, souvent, tu as des petits bugs, souvent, tu as des choses à aller modifier. En fait, tu te rends compte que l'email que tu avais programmé pour envoi, il n'est pas optimal. Donc, il y a toujours un petit peu des retours à faire et de l'optimisation. Il faut intégrer les équipes. En fait, c'est marrant parce que quand on a commencé à faire du service, on avait cette idée de on va faire les choses pour vous. Et plus ça va, et plus on est dans une logique de co-construction, de travailler avec les gens, avec les opérationnels et de les aider à monter en compétences en fait. Et je pense que c'est ça aussi la vraie valeur que même nous on peut apporter, tu vois, chez The Toolbox. Et c'est même ça qui fait kiffer nos consultants. C'est de pouvoir vraiment apporter de la valeur au quotidien et changer la façon dont les gens travaillent. C'est ça qui est le plus important et qui a pour moi le plus d'impact. Carrément.
Carrément. Et j'ai gardé la question un petit peu pour les 10 dernières minutes sur la RGPD. Ah, Est-ce que tu peux du coup nous donner un petit peu ton avis, no code RGPD? Est-ce que c'est compatible? Et quelle est ton expérience par rapport à ça? alors, c'est une question où on marche un peu sur des œufs, donc ne prenez de toute façon pas ce que je dis pour argent comptant. Je ne suis pas avocat et je suis encore moins un avocat spécialisé en RGPD. Donc si ça vous semble être un sujet sensible, euh, demandez à votre avocat. Attendez, hop, pardon. Ça, voilà. Donc, si ça vous semble être un sujet sensible, demandez à votre avocat. Moi, je peux vous parler par contre de cas qu'on a eus et qui peuvent vous donner du coup plus de contexte et des informations par rapport à tout ça. Alors, dans tous les cas, des outils comme Airtable ou Notion sont des entreprises américaines dont les données sont stockées dans des data centers aux États-Unis. Donc, si on prend d'un point de vue vraiment strict le RGPD, vous allez avoir du mal à stocker des données clients là-dedans. Enfin, en tout cas, il y a clairement un flou juridique à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une pratique, c'est pas une best practice d'utiliser ça. Ceci étant dit, aujourd'hui, le RGPD s'applique plus à tout ce qui va être des données clients. Donc, si vous travaillez plutôt avec des données internes et que vous ne travaillez pas avec des données sensibles, avec des données clients, ça ne vous empêche pas de mettre vos données dans Airtable ou dans Notion. La plupart de ces données, la plupart de ces outils vont de toute façon être des outils à usage interne. Donc, normalement, en partant de ce principe-là, vous ne devriez pas rencontrer trop de problèmes à utiliser des solutions no-code. Pour vous donner du coup quelques exemples, nous, on a travaillé avec des fonds d'investissement qui étaient soumis à des réglementations très strictes et qui ont quand même réussi à utiliser Airtable en étant couverts, du coup, ou en tout cas en ayant évalué au préalable les risques avec leur cabinet d'avocats. Et franchement, vu les fonds que c'était, je peux vous assurer que si eux le font, normalement, ça devrait passer pour vous aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Euh, donc globalement, en fait, le no-code et la façon dont les informations vont transiter entre différents outils quand vous faites de l'automatisation, ça se prête assez mal, ou en tout cas, c'est assez flou dans le cadre de la réglementation RGPD. On n'a pas forcément envie que ces données elles se baladent à gauche ou à droite. Mais pour autant, on est sur des outils qui sont extrêmement sécurisés, où la plupart de ces outils-là vont vous demander une authentification à 2 facteurs, dont la plupart de ces outils sont des outils qui ont vraiment à cœur et en fait pour lesquels c'est une des features très très importantes, la sécurité, qui ont besoin, pour que leurs clients puissent leur faire confiance, de construire des outils qui sont extrêmement sécurisés, où vous allez avoir de l'authentification à 2 facteurs, voire même des sécurités encore plus hautes comme du single sign-on, par exemple, où donc vous avez un compte d'entreprise qui vous connecte à tous vos outils. Franchement, il y a moyen de faire ça bien. Et moi, je considère aujourd'hui que c'est la législation qui est en retard par rapport à ce type de solution. Donc, si vous êtes une petite entreprise, il n'y a vraiment pas de risque. Si vous êtes un grand groupe, posez-vous évidemment la question. Dans tous les cas, demandez quand même à votre avocat ou à votre conseil légal pour être sûr. Mais je crois que la valeur que peuvent apporter ces solutions est quand même beaucoup trop importante pour s'en passer. Mmh. Et là-dessus, on avait un commentaire de Dorian qui disait pour la RGPD, tout est dans la manière dont vous traitez la donnée. Et en ce sens, le no-code n'est pas un problème, je pense. Mais du coup, on la traite la donnée quand tu la passes dans un outil potentiellement. Ça s'appelle traiter la donnée, non? Si tu l'utilises et que tu la. Ou alors moi, je suis très très loin de ces sujets, donc si je dis n'importe quoi, c'est probable. Ah ouais, mais je suis pas. Alors honnêtement, sur les termes, je veux dire, en droit, les termes ont vraiment leur importance. Donc je ne. Enfin voilà, Ok, je m'aventurerai pas là-dessus. ok. Sur est-ce qu'on traite la donnée ou est-ce qu'on la traite pas et quelle différence est-ce que ça va faire. Mm. Et donc, il y avait une autre question. Dans notre cas, la notion de souveraineté des données est primordiale pour éviter qu'elles tombent dans le Patriot Act. Je pense que nous pourrions nous en servir
pour du proto avancé, mais difficile à pérenniser à moins que nous ayons une garantie de la présence des données en France. Mais alors, moi, je demande que ça, hein, que l'Europe arrive à créer des Slack, des Miro, des Notion, des Airtable, des Figma, mais en fait, il n'y en a pas. Et c'est dommage, hein, mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse se passer de ces solutions-là sous prétexte qu'on essaye d'avoir une souveraineté européenne. Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais quand on voit la différence d'expérience utilisateur au niveau de l'hébergement, par exemple, des données entre un OVH et un Google Domains, par exemple, mais en fait, c'est dommage, hein, et je pense qu'à un moment, il faut engager des designers. Il faut se dire que l'expérience, c'est quelque chose qui est important et pas juste penser qu'on travaille avec des ingénieurs et que ce qui compte, c'est juste la finalité et que si on peut le faire, alors c'est bien fait. Je pense que non, il faut vraiment aujourd'hui réfléchir à une approche dans le produit en Europe qui est plus product-led growth. Donc de se dire qu'en fait, on a besoin d'avoir une expérience qui est aussi qualitative qu'une expérience B2C, même quand on parle de produits B2B. Et ça, aujourd'hui, à part certains outils, mais qui en fait sont passés par YC et ont des boîtes qui sont du coup incorporées aux États-Unis, je pense à Front par exemple, en fait, les solutions franco-françaises ou vraiment européennes, il y en a très peu aujourd'hui en termes d'usage qui valent des solutions américaines malheureusement. Donc, c'est un vrai débat. Moi, je suis ravi de parler souveraineté numérique, mais aujourd'hui, je peux pas conseiller autre chose que Notion ou Airtable et je peux pas arrêter de les utiliser, quoi. Ouais. Et je peux pas les remplacer par des solutions européennes. Il n'y en a pas. Ok, et bah écoute, c'était super clair. Merci beaucoup pour cette conclusion aussi sur la RGPD et les outils qui sont effectivement aujourd'hui, ça c'est un truc qui revient beaucoup, qu'on n'a pas d'alternatives forcément qui sont aussi fortes, aussi puissantes que ce qu'on peut avoir comme outil américain. Il nous reste quelques petites minutes, quelques secondes. Je voulais juste te demander, est-ce que tu recrutes en ce moment pour The Toolbox? Et si oui ou sinon d'ailleurs, quand tu recrutes, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un candidat? Alors, on recrute de façon un peu opportuniste. On est toujours à la recherche de bons makers et surtout des makers en fait, mais oui, toujours à la recherche de bons makers pour rejoindre nos rangs. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Alors, je suis pas la meilleure personne à qui poser cette question parce que c'est pas moi qui m'occupe Regarde en principalement premier. du recrutement. Mais si c'est moi, en fait, le portfolio. Je regarde ce que vous avez fait, en fait. Surtout si c'est pour un job de maker, je regarde ce que vous avez construit, ce que vous avez fabriqué. Je pense que ma première question, c'est quoi le truc le plus cool que tu as construit? Je suis très curieux. Ok. Voilà. Et après, bon, il y a tout un tas d'autres questions, hein. Il faut que ça fitte humainement. Il faut que ça marche, que les avantages qu'on propose et que la culture de la boîte match avec les attentes de notre futur collaborateur. Mais moi, c'est le premier truc que je demanderais, c'est What did you make? Ok. Ok, super clair. Trop bien. Je l'ajoute, je pose un peu la question à chaque fois aux invités des Maestrix, justement pour ajouter les questions ensemble et puis pouvoir les partager comme on a énormément de profils du coup qui rejoignent les programmes Maestro pour vraiment une question d'employabilité et pour réussir à décrocher un job. Ça va permettre de les nourrir là-dessus et de les préparer au mieux aux entretiens. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce Maestrix avec Jérémy. C'était hyper chouette. Tu nous as montré vraiment plein de process et de bonnes actions. Est-ce que pour les participants, vous pouvez nous mettre dans le chat une note de 0 à 5 pour nous dire un petit peu si effectivement à 5, vous avez eu les réponses que vous étiez venu chercher, vous avez pu comprendre un petit peu comment pouvait fonctionner nos codes en interne. Et à 0, c'est que vous auriez préféré être en terrasse pour la pause déj. Cela dit, il fait un peu froid, mais que vous n'avez pas tiré les learnings que vous vouliez pendant cette heure-là. Voilà, si vous pouvez nous mettre avec un petit commentaire, si possible, de questions que vous auriez aimé poser ou de choses sur lesquelles vous n'avez pas eu de réponse. Je vous laisse poster dans le chat. Mais il y a quelques questions, je pense, auxquelles on n'a pas répondu. Je peux peut-être refaire le tour vite fait, s'il y a encore 5 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a un outil installable on-premise sur du no-code? Oui, je pense qu'il y a des solutions qui existent pour les grands groupes. Peut-être chercher du côté de OutSystems, peut-être de ce côté-là, ce type de solution-là.
OutSystem, Pegasystem, ce genre-là. Bon, c'est souvent des très grosses solutions. Ça peut vite coûter cher, mais en tout cas, voilà, ça, il doit y avoir des solutions qui existent. Mais en soi, je pense que c'est quand même très rare et l'écosystème no-code, c'est surtout cloud-based pour pouvoir profiter des API. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut faire des bases de données relationnelles sur Notion? Oui, absolument. Ça fonctionne exactement de la même manière. Notion ou Airtable, Notion et Airtable, franchement. Je pense que c'est deux outils qui vont très très bien ensemble. Notion plutôt sur la partie collaborative, très agile, pour les process du quotidien, genre les notes de réunion, la gestion des tâches, la gestion des projets. Airtable plutôt pour la gestion de la donnée et des automatisations. Mais donc hyper complémentaires. Les différentes utilisations du no-code pour les process internes, donc ça c'est toi, et du coup Notion ne se dirige pas vers du Airtable. Je suis pas sûr, enfin les deux outils ont quand même des fondamentaux assez différents. Notion est plutôt tourné vers le contenu, la gestion du contenu, donc on peut mettre beaucoup de textes, agréger des blocs comme on veut dans des pages. Airtable est plutôt sur de la donnée, je dirais que même, les deux outils vont probablement essayer d'aller vers du all-in-one et se définissent un peu comme ça. Mais dans tous les cas, je pense que comme les fondamentaux sont différents, pendant très longtemps, on va rester sur une belle complémentarité, à mon avis. Donc, voilà. Voilà, je pense que tout le reste, on a répondu. On a une petite question qui est arrivée. Est-ce qu'avec du Notion, on peut faire ce que tu montrais sur Airtable? Oui, éventuellement. Éventuellement, c'est possible. Je dirais, en fait, pour pouvoir tout gérer avec Notion, il vaut mieux être un freelance ou une toute petite boîte, ou alors typiquement une boîte de service, ça peut marcher aussi. Mais il y a quand même des trucs qui sont tellement confortables à faire dans Airtable qu'on ne peut pas gérer autrement. Typiquement, toute cette partie automatisation et le moteur d'automatisation d'Airtable, il existe nulle part ailleurs. Il n'est pas réplicable. Il n'y a rien qui est aussi simple, il n'y a rien qui est aussi intuitif et il n'y a rien qui est aussi puissant. Pour ce prix-là, il n'y a pas. Ok, effectivement, je vois aussi pas mal dans les retours que vous aurez mis un peu plus d'exemples pratiques, notamment pourquoi pas des exemples avec des process sur Notion. Je les note, ça sera… De quoi? 1 heure, c'est court. Ouais, 1 heure, c'est short. Ça, c'est le défi des Maestrix, c'est 1 heure top chrono pour lessiver la personne qui vient nous partager son expérience. Donc, ouais, c'est un peu short pour moi. On est encore sur le pied, hein, moi. La prochaine fois, si tu veux, on fait un full Notion. Ah, ok, génial. Carrément. Je suis partante. On vous réinvitera tous et on fera ça. Trop bien. Trop bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Jérémy pour cette heure passée ensemble. Et puis, très bon après-midi à tout le monde. Et puis, on se revoit vite, Floriane, jeudi à midi, pour reparler encore dans le cadre du Festival No Code. Ça marche. Bon après-midi tout le monde. Merci Jérémy. À plus tard.